Bonjour Patrick, Bonjour Déborah. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode de podcast. Bienvenue dans le monde du podcast. Merci. Et Enfin. enfin, et en plus dans une thématique qui va être un peu spéciale, que ta communauté sur les réseaux, eux aussi à travers toute ta communauté site web, enfin web en général, vont te découvrir rapidement. Pour ceux qui vont découvrir en détail, mais tu es suisse, donc Non, merci. français. Ah, tu es français. Français, résident suisse. Ah, résident suisse. Bah voilà, tu vois, première vérité, c'est bien. Non, parce qu'on en reçoit quelques-uns, mais on aime bien, on est un peu voisins frontaliers, donc c'est chouette. D'ailleurs, tu vas nous expliquer pourquoi tu travailles en Suisse. Enfin, voilà, vous allez tout découvrir à travers l'épisode. Tu es fondateur de la société de conseil Agora et tu as plus de 10 ans d'expérience, d'expertise en achat indirect. Et ça aussi, on va en parler. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours professionnel pendant ces 11 années? Qu'est-ce que tu as appris? Raconte-nous tout. Alors, merci de me laisser l'opportunité d'en parler. C'est un super sujet. Après mes années d'école de commerce et ma spécialisation en achat, j'ai démarré ma carrière d'acheteur chez Parfum Christian Dior en tant qu'acheteur opération et recherche. J'ai particulièrement beaucoup négocié. On avait une grosse valeur ajoutée sur la gestion des achats, sur une partie purement négociation. J'allais jusqu'à faire 50 négociations par mois, donc c'est quand même un grand rythme. Ouais. C'est là où j'ai appris finalement à avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est mon manager qui me disait ça et finalement ça m'a un petit peu porté pendant toute ma jeune carrière d'avoir finalement beaucoup d'exigences, mais de le faire avec la manière, avec les bonnes manières. Suite à ça, je suis parti un petit peu chez Nestlé en France, à Paris, où j'ai fait de l'achat de prestations intellectuelles informatiques, donc très spécialisé sur du consulting, sur de la maintenance, ce genre de choses. Et ça a été une grosse claque pour moi parce que finalement, j'ai appris vraiment ce que c'était les achats stratégiques avec des process, des règles, des procédures, vraiment un niveau de maturité qui était relativement élevé et qui m'a aidé finalement à beaucoup progressé pendant cette expérience et ce qui m'a permis finalement de l'utiliser dans les années suivantes, dans les différents postes que j'ai occupés, où en fait je suis arrivé dans des domaines achats, dans des équipes achats indirects qui étaient naissantes, voire pas matures, voire pas existantes. Donc il fallait mettre en pratique finalement tout ça pour démarrer de la feuille blanche pour se dire bon, qu'est-ce qu'on va créer maintenant sur les achats indirects parce que c'est un métier qui est relativement nouveau. Et donc j'ai travaillé successivement chez Shiseido dans les parfums cosmétiques, en achat indirect toujours. Et ensuite, voilà, pour faire le lien avec la Suisse, je suis arrivé dans le Swatch Group chez Montre Breguet, où de la même manière, voilà, j'étais acheteur stratégique et j'étais en charge de tous ces achats indirects. Et plus récemment, j'étais donc acheteur puis responsable achat indirect pour la maison d'horlogerie TAG Heuer. Et j'étais aussi également coordinateur achat pour les différentes maisons LVMH en Suisse. Donc mon rôle, c'était de coordonner entre les différentes maisons qui étaient présentes sur le sol suisse pour qu'elles puissent se mettre autour de la table, discuter de leurs besoins communs et essayer de créer des synergies entre les différentes maisons. Et plus récemment, donc, comme tu l'as dit en intro, j'ai créé la société de conseil Agora pour pouvoir accompagner les différents entrepreneurs et les différents dirigeants en Suisse romande à optimiser leurs dépenses et à améliorer leur rentabilité grâce au métier des achats. Tu as parlé beaucoup d'achats indirects. C'est quoi les achats indirects versus les achats directs? Alors effectivement, il y a une différence entre les deux et on distingue les deux. Les achats directs, par définition, c'est les achats qui se retrouvent directement sur le produit. Si je parle de la montre que je porte aujourd'hui, les achats directs, ça va être tout ce qui est les composants de la montre, le bracelet, la boîte, le cadran, les aiguilles, les composants horlogers pour le mouvement. Et donc, c'est majoritairement tout ce qu'on va retrouver sur le produit final. À l'inverse, les achats indirects, par définition, c'est tout ce qui est l'inverse. Et c'est tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner une entreprise. Alors souvent, quand j'en parle à des amis ou en soirée, on me dit mais tu achètes quoi? Parce que finalement, tout le monde me dit mais moi aussi, j'achète. Alors non, on n'achète pas exactement la même chose. C'est pas la même façon d'acheter en entreprise et dans le privé. Mais voilà, les achats indirects, ça va représenter finalement le marketing, la logistique, l'énergie, l'IT, les ressources humaines, toutes les prestations de services qu'on peut acheter. Et ça peut représenter pour certaines entreprises des centaines de milliers de francs, voire des millions. Et c'est toutes des choses sur lesquelles on doit travailler pour finalement améliorer la performance de l'entreprise. Et les achats directs ont finalement été
le pionnier des achats. Durant 30 ans, dans les 30 dernières années, ça a plutôt été créé dans l'industrie, et plus particulièrement dans l'automobile, où finalement les marges étaient plutôt faibles, donc il fallait travailler sur les achats. En revanche, les achats indirects sont beaucoup plus récents et finalement aujourd'hui, c'est là où on retrouve de la valeur parce que quand on achète une pièce, on va dire une pièce usinée, il y a des caractéristiques techniques qui sont assez claires et finalement, à part le taux horaire et finalement le coût matière qui va différer entre un fournisseur ou un autre, il n'y a pas énormément de performance achat à changer de fournisseur. En revanche, quand on va acheter une prestation de service et qu'on va avoir une multitude de propositions et un besoin qui peut évoluer finalement d'un client à l'autre, c'est là où on va avoir énormément de valeur et finalement, on va pouvoir aller chercher de la performance économique. Par exemple, moi, j'ai eu un cas concret où un cahier des charges avait été mal rédigé et où en fait, on avait 3 offres, une à 60 000 francs, une à 200 000 francs et une à 1 million de francs. Ouais. Donc, c'est un peu plus compliqué finalement et c'est là où la vraie valeur de l'acheteur, l'acheteur qui va accompagner pour mieux définir leurs besoins et on en parlera, je pense, un peu plus longuement sur ça. C'est marrant parce qu'avant de te connaître, j'avais aucune notion de l'achat direct ou indirect. En fait, pour moi, c'était des achats classiques. Mais j'imagine que la plupart des entrepreneurs, ou en tout cas des personnes, on va dire des civils classiques, n'ont aucune idée déjà du type d'achat et encore moins dans le domaine professionnel. C'est complètement différent. Alors, c'est comme dans tous les métiers. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout finalement les tenants et aboutissants de chaque métier. Ça fait partie d'une autre. Je pense que n'importe quel acheteur aujourd'hui sait ce que c'est les achats directs et indirects. On a d'autres manières de l'appeler aussi. Alors, certains appellent des achats de production pour les achats directs et des achats hors production pour les achats indirects. Voilà, on a différentes manières de l'appeler, mais techniquement, c'est la même chose. Et par opposition, on a les acheteurs directs et les acheteurs indirects. Voilà. Tu as travaillé dans des grands groupes. Aujourd'hui, justement, tu as créé ta société. Euh, Pourquoi ce passage? Pourquoi ce changement? Et pourquoi tu as décidé de la créer et en quoi elle consiste? Alors, toute cette expérience acquise dans les grands groupes, j'ai voulu la mettre à disposition des dirigeants en Suisse qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un service achat et qui n'ont pas forcément cette connaissance, comme tu viens de le dire, d'avoir cette différence et d'avoir cette possibilité de créer de la valeur finalement par les achats. Aujourd'hui, c'était l'opportunité pour moi d'aller discuter directement avec ces gens-là, avec ces dirigeants qui ont leur propre entreprise, qui managent leurs propres équipes et qui, in fine, à la fin de l'année, dans le PNL, dans le compte de résultats, c'est leur argent. Et je voulais vraiment me rapprocher de ces gens-là parce que j'ai toujours été dans des grandes entreprises où c'est pas toujours évident de faire passer des messages parce qu'on n'a pas toujours les mêmes objectifs dans l'entreprise. Moi, on a toujours le même but, c'est de défendre les intérêts de notre patron, mais on n'a pas toujours les mêmes objectifs. C'est-à-dire que l'objectif du responsable des frais généraux, c'est d'avoir des groupes froids ou d'avoir de la maintenance qui fonctionne. Moi, c'est d'avoir de la maintenance qui fonctionne, mais au bon prix, et de ne pas forcément acheter de la surqualité pour des choses dont on n'a pas besoin. On pourra en reparler plus longuement. Les achats, c'est pas forcément toujours négocier, c'est pas toujours payer le moins cher possible. C'est d'acheter le bon prix et le juste besoin. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette possibilité d'aller discuter directement avec les dirigeants, de comprendre leurs enjeux, c'est vraiment intéressant pour moi et ça me change vraiment parce que les budgets sont pas du tout les mêmes que dans les grandes entreprises où on gère des projets à plusieurs millions. Là, c'est des projets à plusieurs centaines de milliers de francs. C'est différent. On a une vision qui est différente. On a une approche qui est complètement différente. Et ça me permet, moi, vraiment aussi de me tester, de sortir de ma zone de confort. Et je voulais discuter avec ces dirigeants parce que je trouve que certains se trompent de priorité aujourd'hui. J'en discutais encore sur la route avec mon oncle qui est ancien entrepreneur et qui me dit, mais quand on est entrepreneur et quand on est dirigeant, on veut toujours aller chercher de la performance par le chiffre d'affaires. Et en fait, on veut toujours augmenter notre chiffre d'affaires, on veut toujours aller chercher des nouveaux clients et on se dit que notre rentabilité va passer par de nouveaux clients et un meilleur chiffre d'affaires. Et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que mon métier fait que normalement, on doit aller chercher de la performance aussi par les achats. Parce que très clairement, aujourd'hui, on l'a vu après le Covid, les prix ont augmenté, ont flambé. Oui. Je ne peux même pas dire augmenté, mais flambé. On a vu moi, j'ai vu des plus 75%, alors 75% pour les Français qui nous écoutent. J'ai vu des augmentations de prix exponentielles qu'on n'a absolument pas discuté, négocié sur le moment venu parce que Covid oblige, force majeure, etc.
Et donc, tous les prix ont relativement augmenté depuis 3 années. On a le conflit en Ukraine, on a la Covid, on a tous les prétextes pour augmenter les prix. Et finalement, tous les clients ne sont pas en mesure de répercuter ce prix-là sur le client final. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a des charges qui augmentent. On a un chiffre d'affaires qui, aujourd'hui, je pense, est relativement stable. Personne ne peut aujourd'hui se dire sur le marché, je fais plus 20% de chiffre d'affaires. C'est très compliqué. On a un environnement plus concurrentiel. Et donc, c'est plus facile de maîtriser ses achats, alors que finalement, le chiffre d'affaires, je ne le maîtrise pas. On a un monde, si je parle de l'horlogerie aujourd'hui, c'est de notoriété que le marché de l'horlogerie est un marché en dents de scie, et qu'aujourd'hui, on est dans une période qui est un petit peu en termes de récession, donc c'est plus compliqué pour les maisons horlogères. C'est-à-dire que forcément, les fournisseurs, les sous-traitants, forcément doivent avoir des impacts négatifs sur leur chiffre d'affaires. Ça veut dire que très concrètement, ces gens-là ne sont pas en capacité aujourd'hui d'aller augmenter leur rentabilité par le chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qui reste? Les achats. Il y a d'autres domaines aussi, ou comme pour justement l'horlogerie, où il y a une baisse significative depuis quelques années? Alors, je ne connais malheureusement pas tous les domaines, mais je peux parler un petit peu de ce que je connais. Globalement, le luxe, aujourd'hui, on a, depuis le Covid, vécu une croissance exponentielle du luxe. Et aujourd'hui, quand on lit un petit peu ce qui se passe sur le marché, on a notamment la Chine qui est en pleine décroissance par rapport à la consommation de luxe, qui fait que ça impacte beaucoup les maisons de luxe qui étaient très dépendantes de la Chine. À l'inverse, celles qui le sont beaucoup moins ont beaucoup moins d'impact, mais celles qui étaient ultra dépendantes de la Chine ont des baisses de chiffre d'affaires qui sont relativement importantes. Et quand bien même il n'y a pas des baisses relativement importantes, j'en reviens toujours à dire que des prix qui augmentent, un chiffre d'affaires, même s'il stagne, à un moment donné, à la fin, c'est moins de rentabilité pour le dirigeant. Est-ce que tu vois une différence entre la France et la Suisse, justement en lien avec les achats directs ou indirects? Alors, j'ai tendance à dire depuis plusieurs années où je suis en Suisse que malheureusement et heureusement aussi pour moi, on a un métier qui est relativement méconnu en Suisse. Le métier d'acheteur est quand même relativement méconnu, contrairement à la France où finalement on a eu tous ces environnements, tous ces secteurs qui étaient beaucoup très concurrentiels et finalement où la compétitivité en termes de prix était importante, donc il fallait beaucoup travailler sur les achats et la rentabilité. Là où en Suisse, finalement, on peut se le dire, tout le monde gagne bien sa vie. On a des marges qui sont relativement je dirais pas importante, mais confortable pour tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les clients gagnent bien leur vie, les fournisseurs gagnent bien leur vie, les prestataires gagnent bien leur vie, les sous-traitants aussi. Du moment où on a un business qui fonctionne, on a une économie qui tourne assez bien et qui fait que tout le monde, le partage des richesses se fait assez bien. Sauf qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, il y a des augmentations de prix, un monde de plus en plus concurrentiel. Et finalement, là où la Suisse était assez résiliente, où les Suisses étaient assez fidèles, loyaux envers leurs fournisseurs historiques, aujourd'hui, on a ce souffle qui arrive petit à petit avec des clients qui ont beaucoup moins de scrupules, entre guillemets, à aller traverser la frontière, aller en France, aller en Italie, challenger un petit peu tout ça, mettre en concurrence. Et puis finalement, cette compétitivité en termes de prix, elle devient de plus en plus importante. Et ça veut dire que, en cascade, il faut aussi que chacun joue le jeu pour être performant et pour pouvoir efficace en termes financiers, pour pouvoir proposer des bons prix. Et ça veut dire que, c'est ce que je dis toujours dans les achats, c'est quand même le b.a.-ba du commerce. On achète mal, on revend mal. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que je dis bien et pas bien pour moi, parce que ce métier est quand même assez méconnu. En France, on connaît assez bien la distinction entre l'approvisionneur et l'acheteur. Oui. En Suisse, beaucoup de gens me disent « Ah oui, moi aussi, je suis acheteur ». Puis quand on creuse un petit peu, non, ils ne sont pas acheteurs. Il n'y a pas l'un mieux que l'autre. C'est juste des compétences différentes et c'est un métier différent. Dans la chaîne de valeur aujourd'hui, l'acheteur, il va être là à l'origine du contrat, il va être à l'origine de la stratégie d'achat, il va définir son besoin, il va définir le besoin de l'entreprise, il va aller sourcer, chercher des fournisseurs sur le marché, il va consulter différents fournisseurs, il va aller trouver le bon fournisseur en termes de prix et signer le contrat. Et l'approvisionneur prend le relais une fois que le contrat est signé pour pouvoir
s'assurer que les termes contractuels sont bien respectés par le biais de la création de la commande, la validation de la confirmation de commande, la gestion de la relation tout au long du processus contractuel avec le fournisseur. Donc, c'est deux métiers qui sont quand même relativement différents. Et en Suisse, on a encore un petit peu de mal à avoir ça. Mais c'est aussi pour ça que j'ai créé Agora, pour porter la voix finalement des achats, parce que c'est un métier qui me plaît beaucoup, qui me passionne. Et j'ai envie un petit peu, comme on dit en Suisse, de remettre l'église au milieu du village. Voilà. C'est important d'en parler parce qu'effectivement, je pense que beaucoup d'entreprises ne sont pas conscientes de cette différenciation. Et une question qui me vient, est-ce que tu as toujours aimé ça, tu me dis est-ce que plus jeune, quand tu étais étudiant, tu disais je vais travailler là-dedans, dans cette thématique, ou c'était complètement l'opposé? Alors, quand j'avais 14 ans, je voulais être vétérinaire. Mais j'ai toujours été assez lucide sur le monde qui m'entoure. Et lors d'un stage, j'avais le vétérinaire de mes parents, des chiens de mes parents plutôt, hein, pas de mes parents, mais qui m'avait dit, tu sais Patrick, il ne faut pas être dans les meilleurs, il faut être le meilleur. Et notamment en SVT, en chimie, dans cette filière un peu technique, mathématique ou scientifique. J'avais dit, mais Patrick, c'est pas toi. T'es même pas l'avant-dernier de la classe. T'es dans la deuxième partie de la classe. Donc, non, c'est pas la bonne voie. Et un jour, en fait, quand j'étais en voyage en Turquie, j'ai rencontré à l'accueil, comme je discute beaucoup avec les gens, que je suis très ouvert, le relationnel, c'est quelque chose que, effectivement, j'ai un peu plus de facilité. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du commerce international et je suis allé voir mes parents à 17 ans et je leur ai dit, je veux faire du commerce international. Donc, d'où les études en commerce international qui m'ont permis de partir partout un petit peu à l'étranger. Une spécialisation en achat qui est venue un petit peu sur le tard, mais je voulais aller dans le commerce et puis je voulais pas faire comme tout le monde, de dire le commerce, la base du commerce c'est de vendre. Et je me suis dit non, je vais aller de l'autre côté de la barrière. Et finalement, ça m'a bien réussi parce que je suis là pour en parler aujourd'hui encore, après toutes ces années. Donc toujours cette passion, un tronc commun, et c'est marrant parce qu'on est dans l'ère de la reconversion et qui est une bonne chose. Attention, je fais attention parce que on va avoir les haters qui vont tomber dessus, sinon c'est une bonne chose. Mais en général, quand c'est une passion, et là je me reconnais, en fait tu le fais depuis le démarrage, presque depuis ton enfance, tu vois. Euh, pour là, tu habites en Suisse. À quel moment tu as déménagé, tu as migré en Suisse? Est-ce que finalement le changement s'est bien passé ou c'était difficile au départ? On s'intègre facilement parce que nous, dans l'équipe, on a une personne qui travaille à Monaco et du coup, des fois, il y a un décrochage qui se crée en tant que professionnel. Alors pour moi, ça a été l'opportunité professionnelle qui m'a fait revenir en Suisse. Je dis revenir parce qu'en fait, lorsque j'ai fait mon premier stage de fin d'études, pas dans les vétérinaires, mais en achat, j'étais en Suisse et j'ai toujours aimé les montres. J'avais beaucoup aimé ma période en Suisse parce que j'avais trouvé toute la qualité de vie, la quiétude qu'on pouvait avoir et d'avoir autant ce côté paisible au bord du lac et puis ce côté un petit peu festif qu'on pouvait avoir et qu'on cherche quand on a la vingtaine. Et donc, je m'étais dit, un jour, mon objectif sera de retourner en Suisse et de travailler dans l'horlogerie. Et finalement, à force d'abnégation et de travail, merci LinkedIn, j'ai trouvé une opportunité en Suisse qui m'a permis de travailler chez Montre Breguet en Suisse et qui a été ma première période ici en Suisse. Alors, facile, oui et non. J'ai envie de dire... Il y a beaucoup ce débat quand on est en Suisse et qu'on est français, résident en Suisse, sur est-ce que je suis frontalier, est-ce que finalement je reste habitant en Suisse. On a toujours ce débat. Et pour moi, ça n'engage que moi, mais il y a deux catégories de personnes. Il y a ces Français qui vont arriver en Suisse avec finalement ce côté un petit peu je sais tout, arrogant qu'on peut avoir les Français. On ne se le cache pas. Cela reste pas beaucoup. Parce que finalement, le Suisse est quand même assez protectionniste et assez fier aussi. Et il n'accepte pas forcément qu'un Français qui vienne sur son territoire vienne lui apprendre les choses et lui montrer qu'il est plus fort et qui va prendre sa place. Et la deuxième catégorie, je pense que ce sont les gens qui restent très longtemps en Suisse et qui vivent et qui font carrière et qui restent jusqu'à la fin de leur carrière. Parce que finalement, on vient et on a cette intelligence de s'adapter à la Suisse, de rester en recul, d'apprendre
Et clairement, c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis arrivé dans une entreprise à la Vallée de Joux, petit Français, petit Parisien qui arrivait. Alors, je ne suis pas parisien de nature, mais j'habitais beaucoup à Paris les derniers temps. Je suis arrivé comme étant avec la casquette le Parisien, habillé comme un Parisien, et avec toutes les moqueries qui allaient avec. Mais finalement, je suis resté à ma place, j'ai observé, et puis me dire, bah voilà, ça, tu peux pas faire ça comme ça, tu peux pas dire ça comme ça. Et puis, je trouve que le marché de l'horlogerie est quand même assez formateur, parce que le marché de l'horlogerie, c'est quand même un marché où beaucoup de gens se connaissent, où il n'y a pas énormément de fournisseurs. Donc, quand on arrive d'un environnement français où on a énormément d'offres sur le marché pour pouvoir aller choisir un fournisseur, et on peut finalement, en tant que maison LVMH ou autre grosse maison, d'être un gros client et puis se dire, bon, j'ai le choix, je fais ce que je veux. Quand on arrive dans le marché de l'horlogerie et qu'il y a quelques fournisseurs autour de nous et qui se connaissent tous et que tout le monde se connaît, bah, on arrive un petit peu plus timidement, et on apprend un petit peu comme ça. Et je trouve que c'est là où, quand je dis oui et non, c'est que ça a été plutôt naturel pour moi. Et j'habite depuis presque plus de 6 ans aujourd'hui en Suisse. Je m'y plais. Je n'ai pas l'intention de repartir. Et parce que voilà, on a une qualité de vie qui est quand même relativement exceptionnelle. Et c'est un pays où il y a plein d'opportunités, et notamment aujourd'hui d'accompagner les dirigeants suisses à optimiser leurs dépenses grâce à mon métier. Bah justement, ces dirigeants, c'est quoi un peu les défis, les problématiques que tu vois au quotidien, en tout cas qui te transmettent et que toi, tu retransmets? Quand je discute avec les dirigeants, je me rends compte en fait qu'ils, alors déjà, ils connaissent pas forcément le métier, donc c'est un petit peu compliqué. Et ces gens-là, ils ont la tête dans le guidon. Donc en fait, comme n'importe quel entrepreneur, il a la tête dans le guidon, il a d'autres priorités. C'est de faire en sorte que la prod, elle sorte, de manager ses équipes, de trouver des clients, de développer le chiffre d'affaires, de gérer la compta, toutes ces choses-là. Et donc, il pense pas forcément à prendre le recul nécessaire, parce qu'il n'a pas le temps de le faire, se dire, qu'est-ce que je pourrais faire de mes achats? Donc ça veut dire que on va prendre une prestation, on demande un prix, on prend, on paye. Et puis, on fait ça partout. Il y a un fournisseur qui augmente les prix, on paye, on accepte tout, on ne dit pas non, on ne négocie pas, on ne challenge pas, on ne cherche pas à savoir si on peut faire quelque chose, si on peut trouver un autre fournisseur. Et donc, ça veut dire que ces gens-là n'ont ni le temps ni les compétences pour pouvoir bien gérer leurs achats. Donc, moi, quand j'arrive et que je leur explique qu'ils peuvent externaliser ça avec moi, avec quelqu'un qui a de l'expérience dans ce métier-là, qui a finalement le réseau nécessaire et qui peut les aider à rester focus sur leur quotidien, tout en réalisant des économies sans que ça leur coûte rien, bah finalement, on a des gens qui sont assez réceptifs en face, parce que quand on parle aujourd'hui de vente, et voilà, quand tu dis j'étais de l'autre côté de la barrière, maintenant je ressaute de l'autre côté de la barrière et il faut que je fasse un petit peu de vente, on se renseigne sur ce qu'il faut faire, quelles sont les nouvelles pratiques, etc. Même si moi j'étais de l'autre côté de la barrière et que je sais ce que j'appréciais ou pas en prospection. Même si tu connais les codes, c'est pas facile d'être de l'autre côté aussi. C'est pas facile d'être de l'autre côté, parce que on a des vieilles habitudes. Je parle beaucoup. Je sais qu'aujourd'hui, quand il faut vendre, il faut plutôt écouter et poser les bonnes questions. C'est un excellent travail sur moi-même que je fais. Il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprends au quotidien. Et très clairement, je suis là pour les accompagner. Et je suis assez content parce qu'ils sont très réceptifs à ce que je peux leur proposer, à la solution que je peux apporter à leurs problématiques. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas forcément qu'ils ont cette problématique. Donc, il faut que je leur explique. Il faut les amener à... Voilà, on parle beaucoup d'awareness. Ouais. Dans mon métier, dans ce que je suis en train de proposer, il y a toute une phase d'apprentissage à faire, mais je suis sûr et certain qu'ils vont très vite comprendre. Mes premiers clients l'ont très vite compris, et j'espère qu'il y en aura d'autres qui suivront pour optimiser leurs dépenses. Du coup, ça serait quoi ta valeur différenciante en fait, quand il y a une entreprise, un entrepreneur qui vient te voir et qui dit « Ah, j'ai entendu aussi un autre concurrent potentiel dire ça, etc. » Toi, tu leur dis quoi? Déjà, je suis tout seul, contrairement à des gros cabinets qui ont beaucoup de consultants. Je suis tout seul, donc au-delà d'être agile et flexible, c'est quand même mon bébé aujourd'hui. J'ai pris un énorme risque en me lançant dans l'entrepreneuriat, donc j'ai aucune raison de foirer tout ça. Donc c'est mon bébé, c'est l'énergie que j'y mets dedans, c'est pour moi, c'est pour mes clients. Et finalement, tant que je serai motivé à aimer ce métier, à aimer ce que je peux leur apporter,
je défendrai leurs intérêts comme je défendais les intérêts de mes différents patrons parce que finalement, je ne suis pas juste un numéro, un consultant dans une grosse boîte qui va faire sa prestation et puis juste aller au bout sans le petit truc. Je suis très attentif à l'expérience client et je trouve qu'aujourd'hui, le fait de rester tout seul et d'être indépendant comme ça, le plus longtemps possible me permettra quand même de conserver ce niveau de qualité, ce niveau d'expérience que je veux apporter à mes clients parce que j'ai aucun intérêt finalement, et ça c'est mon apprentissage du luxe un peu, j'ai aucun intérêt d'aller dans réduire des dépenses pour aller vers de la mauvaise qualité. Ouais. Parce que dans le luxe, on privilégie la qualité au prix. Et ça, c'est vraiment un héritage que je garde parce que j'ai aucun intérêt d'aller vers quelque chose qui va être risqué pour le dirigeant en termes de prestations. J'ai un client qui sur ses dépenses, je sais qu'ils ont une des dépenses qui est en direct lien avec le client final. Et j'ai déjà entendu sur le marché que les clients étaient ravis de cette qualité de service. Je ne vais pas aller leur faire changer de prestataire juste pour faire quelques économies parce que la conduite du changement est importante, le risque est important. Pour aller faire quelques économies, ça ne m'intéresse pas parce que demain, ils vont venir me voir en me disant « Mais Patrick, qu'est-ce qu'on a fait on a une baisse de chiffre d'affaires parce que finalement, les clients ne sont plus satisfaits de nous. On n'aura rien gagné. » Donc voilà, ça c'est vraiment... au-delà de mes valeurs et de ce que je peux apporter en tant que personne, c'est vraiment ces choses-là qui font que je vais me différencier des cabinets. Et peut-être le dernier point aussi, c'est que étant basé en Suisse et ayant beaucoup de concurrents français qui sont intéressés par ce qui se passe en Suisse, je pense que j'ai quelque chose qui est important dans notre métier, c'est le réseau. C'est ce qui m'a permis de me lancer aujourd'hui plutôt qu'il y a 3 ans ou 5 ans. C'est d'avoir ce réseau et qui me permet d'aller chercher la bonne personne au bon endroit pour mieux accompagner mes clients aujourd'hui. Typiquement, j'ai fait économiser 16% sur du traitement de déchets à un client en un coup de fil. Et des exemples comme ça, j'en ai plusieurs parce que forcément, je connais la bonne personne dans les bonnes entreprises qui me permettent de, lorsque j'ai un cas et que je cherche des opportunités d'économie, sans aller retravailler sur la qualité et ce genre de choses qui peut être néfaste sur du long terme, je sais où aller chercher l'information. J'allais te dire justement, au-delà de la différenciation, c'est quoi un peu ta méthodologie, c'est ton approche? Je suis pas sûr d'avoir une méthode secrète. Comme je le dis beaucoup, je suis pas magicien. Aujourd'hui, je reprends des codes qui sont quand même relativement classiques. Donc ça veut dire que sur l'offre que je propose aujourd'hui, en majorité, l'analyse de dépenses et l'identification des opportunités d'économie, ça va se passer en 2 temps. Là, pour le premier temps, je vais analyser les dépenses de l'entreprise, que ce soit par une extraction de leur ERP, l'alias fiscal, tout ce qu'ils ont à disposition qu'ils vont pouvoir me donner. Et en fonction de la qualité de données, on va pouvoir aussi sortir une analyse plus ou moins poussée. L'objectif est vraiment de catégoriser les dépenses parce que, en termes achats, on catégorise un petit peu en 3 catégories. On reprend un petit peu la loi de Pareto, qui est quand même relativement importante dans la gestion des affaires aujourd'hui, ce qui signifie que la catégorie A, la plus grosse catégorie, on a 20% des fournisseurs qui représentent 80% de la dépense du client. Donc, ça veut dire qu'en peu d'actions sur 20% de fournisseurs, on peut aller toucher quand même plus des 3/4 de sa dépense. Donc c'est là où on va concentrer notre énergie. Ensuite, on a 30% qui représentent 15% de la dépense. Et enfin, on a 50% des fournisseurs qui représentent que 5% des dépenses. Donc, ça veut dire qu'à l'inverse, cette dernière-là, c'est quelque chose qu'on va aller automatiser ou c'est des choses où on ne va pas passer d'énergie du tout parce que ça représente très peu de dépenses. À la suite de ça, je vais donc identifier dans le 80-20 ces premières dépenses, les premières catégories de dépenses. Et je vais demander après à mon client de me mettre à disposition plus d'informations sur certaines catégories, certains fournisseurs qui sont, selon moi, intéressants à aller creuser. Ça passe par les cahiers des charges qu'on a, ça passe par les dernières factures, ça passe par les contrats, pour pouvoir analyser un petit peu tout ça et finir cette analyse pour se dire, OK, quels sont les taux horaires, quels sont les prix unitaires, quels sont les coûts récurrents que vous pouvez avoir sur telle ou telle catégorie. Et en fonction de ça, je reviens sur la partie de mon réseau qui me permet de dire sur cette telle catégorie, par rapport à ce que j'ai déjà acheté, je sais que je peux faire mieux sur le marché. Donc, ça veut dire que potentiellement, on peut aller chercher quelque chose.
À l'inverse, je peux aller demander à un prestataire que je connais ou un fournisseur sur le marché en lui disant tu serais à combien sur ça, sur telle région, sur telle problématique, et de voir est-ce qu'il y a des opportunités ou pas. Je dis souvent en rigolant que mon père disait toujours que j'étais un feignant et un partisan du moindre effort. Donc finalement, j'ai envie de le reproduire aussi dans mon business parce que j'ai envie de leur proposer, selon une certaine matrice d'effort, de dire il faut privilégier les actions qui vont nous prendre le moins d'énergie, à vous et à moi, et qui vont vous rapporter le plus, pour éviter finalement d'aller à l'inverse vers des solutions, des opportunités qui vont être très chronophages, qui vont demander une énorme conduite de changement, qui vont être assez risquées pour aller chercher peu de performance. Et aujourd'hui, comme moi je suis tout seul et que voilà, je préfère aller chercher de la qualité, je vais éviter toutes ces opportunités-là finalement qui seront très risquées avec peu de gains. Et donc ça, c'est la première partie. Et la seconde partie, à partir du moment où j'ai proposé les opportunités aux dirigeants, c'est à eux de valider en me disant Patrick, ok, on va sur ce domaine-là. Et là, on a plusieurs possibilités pour la mise en œuvre. Ça peut être soit un acteur, un fournisseur historique avec lequel le client n'a pas envie de quitter finalement. On va peut-être tenter une négociation parce que ça fait peut-être 10 ans qu'on travaille avec lui et qu'on n'a jamais négocié, et que peut-être il y a une ouverture parce qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans son efficacité opérationnelle au fournisseur qui fait que peut-être qu'il est plus performant aujourd'hui sur le marché. À l'inverse, si on se dit c'est une prestation ou un produit, on n'est pas si satisfait que ça, on peut peut-être changer. Donc, je peux aller lancer un appel d'offres et puis avec tous les outils achats, finalement, aller chercher le meilleur fournisseur ou le meilleur prestataire. Et puis, à l'inverse, c'est aussi, en fonction du réseau, de pouvoir pousser de temps en temps des partenaires avec qui je travaille parce que c'est des gens qui sont très sérieux sur le marché, que je connais bien et qui sont assez compétitifs. Voilà. Tu parlais d'opportunités. Comment tu te mets à niveau pour toujours être au devant, en premier, entre guillemets? Est-ce que tu fais des formations? Est-ce qu'il y a des mises à niveau de mentorat? Je ne sais pas, c'est une question qui me vient comme ça. Mais comment tu gardes toujours ce rythme numéro 1, j'ai envie de dire? En fait, pour moi, c'est l'expérience. Aujourd'hui, c'est l'accumulation des cas qui fait qu'on traite plus ou moins. Aujourd'hui, après 12 ans d'expérience, je peux me dire que j'ai quasiment tout traité dans les achats indirects. Quand je dis quasiment tout, j'ai fait de la logistique, j'ai fait de l'IT, c'est ça que tu tout veux dire. secteur. Après, à l'intérieur de chaque secteur, tu vas avoir, bien entendu, des acheteurs qui vont être des acheteurs métiers, des acheteurs catégories qui vont connaître l'IT sur le bout des doigts, les licences SAP, les licences de RP, qui vont les connaître, vraiment le prix, savoir à quel moment il faut l'acheter au mieux. Moi, je ne suis pas forcément capable de ça. J'ai besoin de me nourrir de mon client. Parce que mon client, ce qu'on appelle quand on est en entreprise, c'est non client interne. C'est lui le spécialiste du métier, c'est lui le spécialiste IT, c'est lui le spécialiste des événements, de la logistique. Donc, il connaît ce qu'il achète, il sait très bien ce qu'il fait. Et c'est ce binôme qui fait qu'entre les deux, moi j'ai mes compétences achats, lui il a ses compétences métiers, et qu'ensemble, on va arriver à déterminer notre besoin et sélectionner le meilleur fournisseur, le meilleur prestataire. Donc aujourd'hui, oui, j'ai tendance à dire que je connais pas mal de choses sur ces différents métiers. Donc ce qui fait que je peux aller piocher un peu à droite à gauche dans mes différentes expériences. Après, il y a toujours des choses nouvelles qu'on achète. J'ai des clients qui achètent des choses que je n'ai jamais achetées. Et ben on se renseigne. Il faut être curieux. Ça fait partie du métier d'acheteur, d'être curieux, d'aller se renseigner, d'aller se former, d'aller poser des questions, d'aller même poser des questions aux fournisseurs en disant c'est quelque chose que je ne connais pas. Malgré tout, j'ai des questions à vous poser pour essayer de comprendre, décortiquer un petit peu votre prix, décortiquer votre offre, et puis on va essayer de voir dans quelle mesure on peut travailler sur votre offre, la réduire ou optimiser ou faire quelque chose pour être plus performant. C'est quoi les achats les plus insolites que tu ne connaissais pas? Tiens, ça m'intéresse. Excellente question. J'ai pas forcément d'exemple qui me vient à l'esprit comme ça, de choses insolites. Mais je dirais plutôt finalement ce qui est insolite pour moi, et notamment dans les achats indirects, ce qui nous permet de le vivre, c'est d'avoir des achats qui sont complètement différents dans la même journée, d'avoir des choses qui sont complètement différentes, à des montants différents, à des niveaux stratégiques qui sont complètement différents.
J'ai autant géré finalement des petites négos à 3 000 francs pour des petits outillages horlogers que des négociations sur des projets de RP à 15 ou 20 millions de francs. Donc finalement, on a vraiment un écart qui fait que il faut s'adapter aussi à son interlocuteur, au type d'entreprise qu'on a en face de nous, le fournisseur, parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière à une agence événementielle qu'à un fournisseur horloger, un fournisseur de machines. Quand moi je négociais des machines, on n'a pas du tout la même relation qu'avec des agences parisiennes. Voilà. Donc il faut savoir s'adapter à son interlocuteur, parce que déjà en interne, on n'a pas les mêmes interlocuteurs, et même à l'externe, on n'a pas du tout les mêmes fournisseurs et les mêmes prestataires. Donc c'est plutôt ça ce qui me paraît insolite aujourd'hui. C'est pas forcément un type d'achat où j'ai acheté, je sais pas, un truc exceptionnel. Est-ce que tu nous parlais d'un retour client, d'un avant-après, ce qui te disent le plus souvent ou ce qui revient le plus souvent? Ce qui revient le plus souvent, c'est un petit peu, il faut se l'avouer, c'est toujours la même crainte. C'est que quand on va travailler avec l'acheteur, comme on a un petit peu parfois cette mauvaise image du cost killer, c'est que finalement l'acheteur, il va venir avec ses gros sabots, il va venir ruiner une relation historique avec un fournisseur, il va venir pour prendre la place du dirigeant ou alors du collaborateur qu'on avait en face avant. Et on va venir chercher le fournisseur le moins cher, avec la moins bonne qualité, on va dégrader la qualité. On a toujours un petit peu cette crainte. Alors que finalement pas du tout, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je viens du luxe, donc j'ai pas forcément nécessité d'aller chercher toujours le moins cher. Et puis notre métier, l'essence même de notre métier, c'est pas ça. C'est pas d'aller chercher toujours le moins cher, de payer au ras des pâquerettes. C'est finalement d'aller chercher le bon besoin, le juste besoin, et d'aller payer le bon prix. C'est ça qui est important pour moi. Et encore une fois, cet héritage du luxe qui nous permettait de faire ce genre de choses. Parfois, des fois, dans certaines circonstances, il faut aller chercher le moins cher parce qu'on n'a pas le budget, parce que il faut rentrer dans les budgets et qu'il faut aller chercher finalement moins cher, quitte à dégrader la qualité. Tu sais, on va pas prendre l'image d'IKEA, mais on va quand même les citer. On se dit, bah non, c'est pas de la qualité par rapport à... nous, on a Maison du Monde en France, etc. Réduire les coûts, pour moi, c'est pas forcément... Mais c'est l'image. C'est l'image, mais c'est une croyance qui est fausse pour moi, parce que, encore une fois, mon métier, c'est pas de dire je vais prendre un prix, je vais juste négocier, marchander, parce que la négociation, les gens me parlent de négociation, mais la vraie négociation, on échange des choses, on échange des leviers. C'est un volume contre un rabais, c'est des meilleures conditions de paiement contre un délai. Il y a toujours une contrepartie normalement, c'est win-win une négociation. Quand on négocie sur une donnée, c'est du marchandage. C'est si aujourd'hui tu me donnes le prix d'une prestation et que je veux juste la baisser et que j'ai pas de contrepartie, on va juste jouer sur le prix, c'est du marchandage. Et ça, personnellement, ça m'intéresse pas. J'ai aucun intérêt après toutes ces années de juste faire de la négociation. Ça m'intéresse pas. En revanche, d'aller chercher de la performance avec le fournisseur, avec mon client, pour aller définir le bon besoin et d'aller chercher le bon prix, ça m'intéresse. Parce que ça, c'est de la vraie valeur qu'on va créer. Et pour en revenir à ta question, non. Réduire les coûts, on peut réduire les coûts tout en ayant une meilleure qualité, enfin une qualité identique, voire une meilleure qualité. Je prends souvent l'exemple pour illustrer, on va prendre un achat perso. Ouais. Tu dois acheter une voiture demain, tu habites en ville, tu dois aller travailler en ville dans une autre ville qui est à 10 km de chez toi, tu veux une nouvelle voiture. Finalement, question de budget, tu ne te poses pas la question, mais tu dis, il faut que j'achète quand même le bon produit pour m'emmener d'un point A à un point B. Si tu n'as pas de cahier des charges, toi, tu peux acheter n'importe quoi. Tu peux acheter un SUV, tu peux acheter une Bentley. Je prends souvent l'exemple de la Bentley. Tu peux acheter une Bentley à 200 000 €. Mais est-ce que demain, pour sortir de la ville, te garer en ville et faire 10 km, est-ce que c'est le bon choix? Non. Moi, aujourd'hui, en tant qu'acheteur, si je t'accompagne pour aller acheter quelque chose, peut-être que tu vas finir avec une Renault Mégane, une R5 électrique, parce que ton besoin, finalement, c'est de t'emmener d'un point A à un point B, mais c'est aussi de réduire tes coûts, d'avoir quelque chose qui est adapté à ton utilisation du quotidien. Et tu vas réduire les coûts en passant d'une Bentley à une Renault 5 électrique. Ouais. Mais la qualité, elle sera toujours là. Tu ne vas pas aller acheter une voiture qui a 40 ans, 300 000 km et qui va polluer parce que tu as fait le mauvais choix. Et c'est ça en entreprise, moi, que j'essaye d'inculquer, de dire, il faut aller chercher
votre bon besoin, pas acheter de la surqualité, pas acheter trop en quantité et d'avoir finalement le juste besoin et d'acheter au bon prix. Dans ton exemple, il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est l'image aussi de l'entrepreneur, parce que celui qui va avoir une Renault Mégane n'aura peut-être pas la même image que celui qui va prendre une BM ou une Mercedes. Et ça, bon, tu as pris l'exemple de l'automobile que je connais très bien pour être d'une famille mécano. Et c'est vrai que souvent, je me rappelle quand j'ai démarré, j'étais jeune entrepreneuse, effectivement, j'arrivais avec une Twingo parce que je me suis dit, je vais faire mes rendez-vous comme ça. Et ça ne signait pas pareil que si j'arrivais. En plus, on avait des voitures de prêt Mhm. quand j'étais en conduite accompagnée, etc. Et ça signait pas pareil. Donc c'est marrant l'image que tu renvoies aussi à travers. Tu sais, la fameuse Rolex. Ça aussi. C'est cette sorte de j'ai réussi, j'ai ma Rolex ou j'ai ma voiture allemande, quoi. Exactement. Exactement. Et c'est pareil en entreprise. Quand je disais que par le passé, c'était pas toujours évident de convaincre en interne parce qu'on n'avait pas les mêmes objectifs, on en est là. Finalement, d'aller acheter des véhicules de flotte, moi, j'ai proposé des véhicules de flotte type SUV à un client qui m'a dit non, moi, je ne veux pas de SUV dans mon entreprise. Pas de problème, pour mes commerciaux, je ne veux pas de SUV. C'est une image qu'on renvoie et puis c'est par rapport à une politique de flotte qu'on peut avoir. Mais l'exemple finalement du véhicule, pour moi, il est très parlant et c'est exactement ce que je propose à mes clients. C'est plutôt que d'aller juste vulgairement négocier avec un fournisseur, lui taper dessus en lui disant ah là, mais moi, il faut que je baisse les prix de 15%, sinon je vais vous quitter. C'est un niveau basique d'acheteur. J'ai plus cet intérêt-là, finalement. Alors que d'aller travailler main dans la main avec mon fournisseur qui, je considère comme un expert, parce que quand j'achète quelque chose, c'est lui l'expert. Lui, il le vend tous les jours, il le produit tous les jours. Donc, c'est quand même lui l'expert, c'est pas moi. Donc, si moi, je lui dis aujourd'hui, mon cahier des charges, c'est d'acheter la même chose, mais de réduire mes coûts de 20%, comment vous pouvez m'aider? Et c'est différent. C'est toujours la manière, et pour répondre aussi à ta question de quels sont les a priori qu'on peut avoir par rapport au métier d'acheteur et par rapport à mes clients et qu'est-ce qu'il en résulte, c'est ça. C'est que quand ils voient que la manière, elle est là, ça les rassure. Quand ils voient que je suis là aussi pour garder une bonne relation avec ces gens-là, moi, j'ai toujours eu des très bons résultats. J'ai toujours été très performant. J'ai toujours été très exigeant avec mes fournisseurs, mais avec la manière. Et ils me le rendent bien parce que finalement, ils sont toujours là et ils sont toujours à me suivre et ils ont toujours envie de travailler avec moi. Donc, je pense on fait les choses bien. Et comment tu les accompagnes à surmonter leurs craintes si elles sont encore présentes, justement? C'est l'expérience. Encore une fois, c'est l'expérience qui me permet de les accompagner dans cette conduite du changement. Parce que finalement, les dirigeants, et c'est humain, tout ce qui est l'inconnu nous fait peur. On a des habitudes auxquelles on s'habitue. Et malheureusement, c'est ces craintes et ces habitudes qui ont conduit certains dirigeants à la faillite. Parce que finalement, ils n'ont pas osé changer de fournisseur, ils n'ont même pas osé négocier un prix qui leur semblait trop élevé et qui pénalisait leur marge. Donc finalement, on a besoin de les rassurer, on a besoin de leur expliquer que d'autres le font, leurs concurrents le font, pourquoi pas eux, et que finalement, il n'y a pas un grand risque. Encore une fois, je le dis souvent, on n'est pas dans le monde des bisounours. On est tous là pour créer de la valeur, on est tous là pour gagner notre vie, le client, le fournisseur, les prestataires, tout le monde. Il faut que finalement cette richesse elle soit bien répartie. Et si moi j'accepte tous les ans une augmentation de prix et que je ne challenge jamais et qu'il n'y a pas une augmentation de la qualité en même temps que l'augmentation du prix, qui n'est pas forcément toujours justifiée, je perds de la marge chaque année. C'est comme, encore une fois, pour faire le parallèle avec le monde particulier, de l'argent qui est sur un compte qui n'est pas rémunéré et puis l'inflation toutes les années, je perds de l'argent. Pour l'entrepreneur, pour le dirigeant, c'est la même chose. Donc, à moi de le rassurer, à moi de lui expliquer comment on peut faire les choses bien et que un changement de fournisseur, une négociation, une discussion ouverte sur le thème de l'argent avec un fournisseur n'est pas toujours on va pas toujours détruire une qualité de relation, on va pas toujours créer de la tension. Moi, à chaque fois avec mes fournisseurs, je rigole, je souris, on a une bonne relation, ça se passe bien. Et quand bien même on change de fournisseur, alors tu as toujours ceux qui vont mal le prendre, qui vont te mettre des bâtons dans les roues à la sortie, mais ceux-ci, tu vas rarement les revoir plus tard. Parce que finalement, je pense qu'ils ont aussi compris que tu n'allais jamais retravailler avec eux. Et moi, j'ai des fournisseurs qui m'ont dit, bon, Patrick, cette fois-ci, on a perdu, tant pis.
bah, on se revoit dans 4 ans ou dans 5 ans, et puis quand vous allez relancer un appel d'offres, ou peut-être avec d'autres clients, bah, on va se revoir et puis on va travailler ensemble, parce que peut-être que sur ce coup-là, on n'a pas été bon, on n'a pas été assez performant. Et ben, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça, c'est le monde des affaires, on gagne pas à chaque fois. Et on prend pas de risque à changer de fournisseur ou à discuter avec un fournisseur. Il y a toujours une méconnaissance de ton métier en Suisse, où ça évolue, c'en est où? Je pense qu'aujourd'hui, on a cette faculté qui fait que on a de plus en plus de Français qui viennent travailler en Suisse, donc qui inculquent aussi un petit peu ce métier-là. On a de plus en plus de compétitivité en termes de prix, donc ça veut dire que on ouvre un petit peu plus ces sujets-là, mais c'est vrai que la Suisse est très peu habituée à négocier, à discuter des prix, à challenger, parce que les Suisses sont très fidèles, les dirigeants sont très fidèles envers leurs fournisseurs. Et comme je le disais tout à l'heure, comme la marge est quand même relativement confortable pour tout le monde, elle l'est de moins en moins, j'estime, mais elle l'est quand même encore, bah on n'y va pas forcément. Mais je pense que mon métier, pendant les prochaines années, va évoluer, il va être de plus en plus connu. Et j'espère que ma voix, celle des autres, parce que je ne suis pas le seul à parler sur ce métier, à profiter des plateformes, à profiter des outils de communication pour aussi casser un petit peu les croyances sur ce métier-là et permettre aux dirigeants, à tout le monde, d'ouvrir un petit peu son esprit, son chakra sur ce beau métier. Il y a un sujet qui est très, j'ai envie de dire, clivant, tabou en ce moment, c'est l'IA. Mhm. Dans tous les domaines, on en parle. Aucun métier n'échappe à l'IA. Mhm. Toi, dans ton domaine, est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu vois l'arrivée, j'ai envie de dire, ça fait déjà quelques années que c'est là, hein, mais comment tu vois l'évolution de ton métier, notamment d'ici 5 à 10 ans, au contact de l'IA? L'IA dans les achats, c'est quand même un sujet. C'est un sujet comme dans d'autres, hein. Clairement, moi, j'estime aujourd'hui que notre métier, il va être bouleversé par l'IA, comme d'autres. Et je pense que tout le monde a intérêt à en prendre conscience maintenant, parce que j'estime aujourd'hui que notre métier, il est en 4 parties. Il a 4 piliers importants. C'est la partie administrative, la partie analytique, la partie stratégique et la partie commerciale. La partie analytique et la partie administrative vont être, dans les prochaines années, tout ou partie remplacées par l'IA. Parce qu'on va pouvoir automatiser des choses, on va pouvoir automatiser la comparaison des offres, on va pouvoir automatiser plein de choses. Il y a d'ailleurs déjà des formations sur l'IA, parce qu'il y a des entreprises qui l'ont déjà compris. Et ça veut dire qu'on va pouvoir normalement dédier plus de temps à la partie stratégique et la partie relationnelle, qui est quand même relativement importante dans notre métier, mais qu'on n'a pas toujours le temps de faire, parce que cette partie opérationnelle liée à l'analytique et à l'administratif nous prend quand même beaucoup de temps. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir, grâce à l'IA, évoluer, être plus performant et avoir plus de valeur ajoutée dans notre poste. Sauf que ça va nous demander quelque chose, c'est d'élever notre niveau intellectuel. Et je pense que c'est la même chose pour beaucoup d'autres métiers, où en fait, si on peut remplacer telle ou telle prestation ou telle compétence par l'IA, et que nous, en tant qu'humains, en tant qu'intellect, on ne peut pas aller au-delà de ça et de proposer quelque chose sur la base de ce que l'IA va faire, on va perdre notre métier. Et ça veut dire qu'il y a des postes qui vont, je pense, être remplacés par l'IA, parce que quand on va avoir 10 acheteurs dans une équipe et que finalement l'IA va permettre d'en avoir que 5, oui, on va garder les 5 meilleurs. Oui. Donc, ça s'applique aux achats, mais pas que aux achats. Et clairement, moi, j'ai envie d'aller vers l'avant sur cet outil, parce que, encore une fois, il ne faut pas en avoir peur. L'IA aujourd'hui, c'est comme Internet en 2000. On en a tous eu peur. Aujourd'hui, c'est dans notre quotidien. Et l'IA, on l'a déjà adopté dans notre quotidien. Néanmoins, dans mon métier, on va être beaucoup bouleversé. Et les meilleurs acheteurs seront ceux qui arriveront à s'en servir comme une force et qui arriveront à se baser sur l'IA pour pouvoir produire beaucoup plus de valeur. J'étais à un séminaire LinkedIn et justement, une des responsables disait que les prochaines têtes d'affiche qui vont ressortir du lot en matière de recrutement, parce que LinkedIn c'est quand même fait pour ça, ça va être les profils touche à tout et notamment qui maîtrisent l'IA. Et
Et on n'est qu'au début. Enfin, ça fait très longtemps déjà que l'IA est là au quotidien, mais on n'est qu'au début. Donc c'est vrai qu'on le dit toujours de prendre le train en marche, de commencer à maîtriser, de ne pas en avoir peur. Et effectivement, j'aime bien ton exemple de le web arrive. On a dit, je me rappelle encore, moi, les grands-parents ou les parents qui disaient, c'est encore quoi cette connerie là Moi, j'y veux pas, même le Minitel, tu vois. Et en fait, finalement, 20 ans après, c'est intégré dans notre quotidien, quoi. L'IA, c'est ça. C'est le futur. Enfin, on ne va pas pouvoir s'en passer. Et très clairement, il y a des métiers qui vont être plus impactés que d'autres. Oui. Mais tous les métiers, même aujourd'hui, on entend parler de la médecine, où en fait, l'IA va être plus performante qu'un médecin. C'est quand même ahurissant, c'est hallucinant. Ouais. Mais personnellement, j'ai fait une formation sur l'IA parce que je veux le maîtriser pour pouvoir être plus performant. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, bah, aujourd'hui, tu dois être bon partout, hein. Il faut non seulement être bon sur son métier que tu maîtrises, mais il faut être bon sur la compta, il faut être bon sur l'administratif, il faut être bon sur la prospection, il faut être bon sur tout un tas de choses, il faut les maîtriser. Et l'IA permet quand même de, en tant qu'entrepreneur, comme on appelle aujourd'hui les solopreneurs, pour l'instant, ça permet de gagner du temps sur pas mal de choses. Et donc, si tu passes moins de temps à faire de l'administratif, tu passes plus de temps à aller sur du networking, sur des réseaux et aller rencontrer des potentiels clients. Donc, avant d'aller recruter d'autres gens, parce que j'espère quand même que Agora va croître et aussi bénéficier de cet engouement sur le métier et de ce qu'on va pouvoir apporter aux clients, avant d'aller recruter, ça va être plutôt de maîtriser l'IA et de s'en servir comme une réelle force pour moi, mais aussi pour mes clients. J'allais te dire ta vision long terme, 5-10 ans, donc tu as un peu répondu, mais est-ce qu'il y a d'autres objectifs que tu as pour Agora, justement? Pour moi, c'est finalement, je suis en train de retravailler un petit peu mon offre. L'objectif est de pouvoir utiliser tous les outils achats pour répondre aux besoins de mes clients. Chaque client n'a pas le même besoin. En fonction de sa structure, en fonction de son organisation, en fonction de son secteur, en fonction de sa taille, son niveau de dépense, ils ne vont pas avoir exactement les mêmes besoins. Et c'est pour ça que je suis en train de créer d'autres offres qui vont au-delà de ce que je t'ai présenté tout à l'heure, pour vraiment répondre à ces différents besoins et de pouvoir apporter une solution à chaque problématique et de toujours tourner autour des achats, autour du métier, des outils qu'on peut utiliser, soit digitaux, soit des outils qu'on a fabriqués nous-mêmes, de la formation, ce genre de choses, pour pouvoir vraiment créer de la valeur grâce au métier des achats. Ça, c'est vraiment mon objectif à long terme, c'est de pouvoir avoir une palette de propositions de valeur qui est différente pour chaque client. Et si j'ai un rêve aujourd'hui que je peux me donner, c'est de me dire, le jour où en Suisse, on aura dans toutes les entreprises, petites, moyennes ou grosses, à minima, un outil achat ou une personne en achat en interne ou une prestation externe et que toutes les entreprises auront finalement touché du doigt la valeur ajoutée des achats, là, je pourrais me dire qu'on a fait le job parce que je ne suis pas le seul à communiquer sur ce sujet. Il y en a plein d'autres sur LinkedIn. Il y en a plein d'autres qui essayent de promouvoir un petit peu ce métier. Et je me dis qu'on aura fait le job et qu'à ce moment-là, je pourrais changer de métier. Ça, c'est une belle ambition. Et tu sais que quand on pense fort à nos rêves, ou en tout cas à nos ambitions, elles se réalisent. Donc, faut le, faut le penser très fortement. C'est quoi les conseils que tu donnerais aux entrepreneurs, aux TPE, aux PME qui hésitent encore aujourd'hui, justement, à investir dans un accompagnement comme le tien? Parce que j'imagine qu'il y en a toujours des réfractaires qui sont là au rendez-vous. Je dirais foncez. Je dirais pourquoi vous attendez. En fait, j'arrive pas à me dire que ces gens-là ne vont pas un jour comprendre que c'est d'utilité, pas publique, mais c'est d'utilité pour eux de le faire. Parce que très clairement, ce métier, comme je l'ai dit, il est méconnu, il est encore sous-exploité. Et c'est quand même le nerf de la guerre. La marge, l'argent qui reste à la fin de l'année, c'est quand même le nerf de la guerre dans toute boîte. Donc, clairement, je me dis qu'il faut qu'ils y aillent, il faut franchir le cap. Et très clairement, il ne faut pas avoir peur parce que leurs concurrents le font déjà. Donc, ça veut dire que ces concurrents ils sont en train de prendre de l'avance. Quand ils font des économies de dizaines, de centaines de milliers de francs, voire de millions pour certains, quand c'est des gros clients, c'est de l'argent qu'ils réinvestissent, soit dans la trésor, soit dans des nouvelles machines, soit dans du recrutement. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ils investissent sur eux-mêmes, sur leur propre entreprise, leur propre force, pour faire mieux que les autres. Donc, ça veut dire que tous ceux qui acceptent dans leur coin aujourd'hui de ne pas réduire leurs dépenses grâce au métier des achats prennent du retard.
Et donc, j'ai juste envie de profiter de tous les outils de communication qui s'offrent à moi pour leur dire, mais allez-y, vous ne prenez aucun risque. On est des gens aujourd'hui, je ne suis pas le seul finalement à proposer ces services-là, à accompagner ses clients sans prise de risque, parce que finalement, ma rémunération, personnellement, elle se fait sur les économies que je réalise. Donc, ça veut dire que le client réalise des économies, je suis payé. S'il n'en réalise pas parce qu'il dépense déjà très bien et qu'il est dans un environnement plus complexe que prévu et qu'il ne fait pas d'économies, c'est pas grave. C'est moi qui prends le risque, c'est moi l'entrepreneur dans l'histoire. Donc, je ne gagne rien, mais je serai quand même heureux pour mon client parce que ça veut dire qu'il achète déjà les choses bien. Voilà. J'allais justement te poser la question, comment tu fonctionnais, comment tu te rémunérais? Parce que tu as les agents immobiliers qui prennent une commission, tu as les courtiers qui vont aller faire un accord avec les banques, sauf que ça change un peu en France. Donc, tu as un peu répondu à ça. J'ai un petit peu répondu, effectivement. L'idée pour moi, c'est d'amener une solution qui ne coûtera rien aux clients parce que je m'adresse principalement aux PME, aux ETI, grandes entreprises qui n'ont pas de service achat, donc qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans cette fonction et qui n'ont pas forcément les budgets nécessaires, surtout dans cette période aujourd'hui où on voit de plus en plus de faillites d'entreprises, où la marge est de plus en plus fragile, la rentabilité aussi. Donc, c'est compliqué d'aller les voir et de leur dire, bon, maintenant, vous allez mettre 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 francs pour une prestation d'achat pour peut-être faire des économies. C'est beaucoup plus simple pour moi d'aller les voir et de leur dire, vous avez un audit, vous le payez. Et puis une fois que vous avez l'audit, et c'est une toute petite partie l'audit finalement, c'est ce qui rassure, parce que même s'il n'y a pas d'opportunité, in fine, ils partiront quand même avec un audit et quelque chose de tangible pour pouvoir avoir une meilleure visibilité sur leurs dépenses. Mais se dire, mais du moment où on part dans le mode projet, si on n'économise rien, c'est quand même extrêmement rare, ça vous coûte rien. Et si vous gagnez, je prends une partie sur la rémunération parce que voilà, on a pris le risque à deux et voilà, c'est une manière de finalement minimiser le risque pour eux parce que celui qui prend vraiment les risques, c'est moi. Parce que si demain je fais pas d'économie, je n'ai pas de résultat, j'aurais travaillé pour rien. S'il y avait un dernier mythe sur ton métier des achats à déconstruire, ce serait quoi? Souvent dans mes posts, je parle de Corinne de la Conta parce que Corinne de la Conta, je l'adore. Hein. J'ai rien contre elle personnellement, mais il faut arrêter de croire que Corinne de la Conta peut gérer les achats dans l'entreprise. Souvent, en fait, quand on parle de méconnaissance du métier, voilà, on va avoir des entreprises qui vont se dire au bout d'un moment, oui, effectivement, il faut mettre quelqu'un aux achats. Alors, soit aux achats, soit à l'approvisionnement. Hein. Déjà, on a cette différence de perception. Et puis, on met quelqu'un en mobilité interne. Voilà, on met quelqu'un qui va, parce que sous prétexte qu'elle a négocié son appartement, négocié sa voiture, voilà, elle se dit, si, c'est bon, moi, je peux acheter, j'ai les compétences, je peux le faire. Mais acheter en entreprise, c'est pas la même chose. C'est pas pour rien qu'on fait des études spécialisées. C'est pas pour rien qu'on est présent dans des grands groupes. Ouais. C'est parce que le métier d'achat, nécessite quand même des compétences particulières qu'on met en avant et qui nous permettent de, quand on travaille en binôme avec des gens dont c'est le métier et dont c'est les compétences, d'arriver à atteindre des résultats. Donc, il faut arrêter de croire que tout le monde peut faire ce métier-là et que n'importe quelle mobilité interne peut venir prendre un poste d'acheteur. Il y a beaucoup de bon sens. Moi, j'estime aujourd'hui que c'est un métier quand même qui a énormément de bon sens, mais on n'a pas tous ce même bon sens et c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et le deuxième point, je dirais que c'est arrêter de penser aussi que le métier d'acheteur, il se résume à lancer des appels d'offres et négocier. Très concrètement, mon métier, c'est quand même beaucoup plus que ça et heureusement parce que sinon, ce serait un petit peu ennuyant au quotidien. Mais en fait, souvent, on prend la représentation de l'iceberg, c'est la phase visible de l'iceberg. Moi, un jour, j'ai lancé un appel d'offres. On m'a dit, ah bah là, tu as lancé l'appel d'offres. Maintenant, tu dois être super content et tu dois être super excité de faire la négo. Je dis, mais non, ça m'intéresse pas. Enfin, juste faire la négo comme ça, quand les gens viennent me voir juste en me disant, tiens Patrick, est-ce que tu peux négocier ça? Ça m'emmerde un peu parce que c'est pas intéressant. En revanche, tout ce processus-là stratégique de savoir comment rédiger le besoin, rédiger le cahier des charges, d'aller chercher des nouveaux fournisseurs, de lancer un appel d'offres, de pouvoir consulter d'autres gens, de rajouter des nouveaux fournisseurs dans la boucle, de challenger, de tester ce genre de choses pour in fine aller choisir le meilleur fournisseur, le meilleur prestataire, ça c'est intéressant. Mais ça passe par plein d'autres choses. La face cachée de l'iceberg, c'est le management de la relation fournisseur. Oui. Ça c'est hyper important quand on a
moi, je dis souvent, on a les fournisseurs qu'on mérite. Si on les traite mal, eux nous traitent mal aussi. Donc, ça passe par ça. Ça passe par gérer le risque. Quand on achète, forcément, on prend un risque. Très clairement, euh, les entreprises, avant, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles internalisaient tout. Toute la chaîne de valeur était internalisée. Il y a des décennies, on avait de la R&D jusqu'au transport à la livraison, tout était fait en interne. On avait des camions en interne, on avait des développeurs en interne, on avait des recruteurs, on avait tout ça en interne. Aujourd'hui, on se concentre sur notre cœur de métier, c'est-à-dire que le fabricant de montres, il fabrique des montres, et puis le transport, il a une société de transport, il a un cabinet de recrutement, il a potentiellement un laboratoire externe. Toutes ces choses-là sont externalisées. Donc ça veut dire que la part que représentent les achats, les dépenses sur le chiffre d'affaires total est de plus en plus importante. On parle sur le marché à peu près entre 50 et 60% du chiffre d'affaires qui est lié à de la dépense. Et dans certains secteurs, c'est jusqu'à 80%. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il faut prendre le temps de faire les choses correctement sur ses achats. Et ça passe par autre chose que de la négo et gérer des appels d'offres. Parce qu'il y a vraiment un risque qui est lié à l'acte d'achat. Si on va choisir un fournisseur, un mauvais fournisseur qui nous fait de la mauvaise qualité, si c'est un fournisseur qui a une mauvaise image parce qu'il a fait appel du travail au noir, ça peut avoir un impact sur mon entreprise. S'il fait travailler des enfants en Asie, ce genre de choses, si dans 3 mois il met la clé sous la porte parce qu'il est en faillite et qu'on n'a pas vérifié sa santé financière, toutes des choses sur lesquelles on n'y pense pas, mais le métier des achats, dans un niveau de maturité assez élevé, comme j'ai pu le connaître par le passé, c'est autre chose que ça. Donc voilà, c'est un outil, un métier super complet. C'est vrai que tu nous as fait découvrir beaucoup d'envers du décor qu'on n'imagine pas. Forcément, on voit que la face. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée et peut-être que tu aimerais aborder, transmettre pour te donner le mot de la fin? Alors, j'ai pas forcément de question à laquelle je voudrais répondre, mais j'ai toujours un adage où je dis toujours « qui ne tente rien à rien ». Parce qu'aujourd'hui, on peut toujours être surpris quand on ose faire les choses. Si je prends mon cas personnel, j'ai pris un énorme risque en créant Agora parce que j'avais une bonne situation, un très bon poste, c'était super, ça se passait bien, j'étais bien payé. Mais j'ai ressenti ce besoin de m'émanciper et d'aller finalement sortir de ma zone de confort, créer quelque chose, porter mes propres valeurs, avoir ma propre vision, définir ma propre stratégie. Et tout ça, finalement, c'est important pour moi parce que ça me permet de voilà, sortir de ma zone de confort et d'aller chercher quelque chose de nouveau. J'ai ma grand-mère qui m'a dit cette semaine au téléphone, tu n'auras pas besoin de chèque de Noël parce que maintenant, tu es patron. Et je lui ai dit, bah non, mamie, je suis pas riche. C'est pas parce que j'ai fait 3 mois d'entrepreneuriat que je suis riche. En revanche, c'est une aventure qui est riche d'enseignement parce que c'est ça qui m'éclate aujourd'hui. C'est vraiment de toucher à tout et de développer des compétences insoupçonnées qui vont au-delà de mon métier. Le marketing, la communication, la prospection, c'est toutes des choses qu'on doit maîtriser aujourd'hui en tant qu'entrepreneur si on veut réussir. Et c'est ça qui me fait vibrer au quotidien. Et je souhaiterais en profiter pour lancer un appel finalement à tous ces dirigeants qui n'ont pas encore sauté le pas, franchi le cap, parce que je vais démarrer l'année 2025 avec plusieurs nouveaux clients, ce qui est une vraie opportunité pour moi de mettre en pratique finalement tout ce que j'ai préparé depuis tous ces mois. Et je suis relativement content et heureux de commencer avec ces nouveaux clients. Et j'invite vraiment ces clients qui n'ont toujours pas fait ce choix-là, de se renseigner, de se poser les bonnes questions et potentiellement de venir me voir, de me poser des questions. Je suis hyper ouvert. Et j'en profite pour conclure aussi de leur offrir une nouvelle opportunité, car j'ai décidé de prolonger pour Noël, pour la nouvelle année, prolonger mon offre de lancement jusqu'au 28 mars 2025, date de mon anniversaire. J'aurai 35 ans. Et donc, c'était pour moi un petit point symbolique par rapport à ça. Et donc, d'offrir tout le diagnostic, l'audit des dépenses, ce qui fait que tout dirigeant qui viendra me voir avant cette date-là et démarrera une nouvelle prestation d'accompagnement avec moi n'aura rien à payer, vraiment rien, parce que l'audit sera offert et la rémunération se fera toujours sur les économies. Donc, il a rien à perdre, tout à gagner.
Donc voilà, je l'invite vivement à venir me voir et à me poser des questions et à voir si on peut faire des choses ensemble. Bien sûr, on va inviter tous les internautes à te contacter. Alors, si vous nous découvrez sur YouTube, ce sera dans la description, le lien du site internet, donc agora-du6conseil.ch. Si nous découvrent sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, parce que c'est aussi possible, c'est la force de la démultiplication de la vidéo, vous n'hésitez pas à aller sur le site ou dans la description, bien sûr, sur le profil de Patrick. On mettra toutes les informations. En tout cas, j'étais ravie de t'accompagner pour ce premier épisode. Parce Merci. que je connaissais le sujet, mais j'ai vraiment découvert l'envers du décor. Et comme quoi aussi, l'interview fait un peu, moi j'aime dire, c'est toujours une masterclass avec mes invités. Donc c'est chouette. Et je pense que tu vas ouvrir des consciences sur des entrepreneurs ou des TPE-PME qui n'ont pas conscience de ça. C'est le but. Merci à toi. Merci.